Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, accompagner, assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pourparler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier. Mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pour invité Erwan Devez. Bonjour Erwan, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Écoute, je suis extrêmement heureux de t'avoir parmi nous sur ce podcast. Tu as un parcours qui est juste incroyable puisque tu as connu vraiment la réalité du terrain, tu l'as modélisé, tu as travaillé sur les prises de décision à travers les neurosciences. Avant qu'on rentre dans le cœur de ce sujet qui est comment mieux négocier avec l'apport des neurosciences. Est-ce que tu pourrais te présenter, Erwan, pour les gens qui te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je suis consultant en neuroleadership et neuromanagement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement comment on applique dans notre vie au quotidien et en particulier dans notre métier de leader et de manager, comment on applique ce que l'on connaît du fonctionnement du cerveau. Donc, tout simplement, quand on décide, quand on crée, quand on motive, quand on coopère, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et dans le cerveau de nos équipiers? Bien voilà, ça c'est mon métier. On a la chance aujourd'hui de vivre à une époque absolument exceptionnelle au niveau de la recherche fondamentale. On apprend Mhm. énormément aujourd'hui, on progresse énormément sur cette compréhension du cerveau. Tout l'enjeu, c'est que cette compréhension, cette connaissance fondamentale irrigue la société et en particulier le monde de l'entreprise et le monde de l'école. Donc ça, c'est mon métier. Je dirige donc une structure qui s'appelle Neuroperformance Consulting et j'ai la chance de travailler pour des clients très différents et j'y tiens énormément. Ça va évidemment des grands groupes, CAC 40 et autres. Ça concerne aussi les ministères, ministère des Armées, des Affaires étrangères, des associations, des grandes écoles, des structures publiques aussi également. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce qu'il faut absolument pas que cette matière du neuromanagement soit réservée à une élite ou ce qui est Mhm. perçu comme une élite. Il faut que ça irrigue l'ensemble de la société parce que c'est très pratico-pratique, parce que c'est très utile Ouais. dans sa vie au quotidien, dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Et pourquoi je m'occupe du cerveau? Euh, Tout simplement parce qu'il y a 10 ans, j'ai eu une lésion au cerveau et donc d'une opération qui apparemment était assez anodine, enfin en tout cas qui ne Mhm. devait pas poser trop de problèmes, eh bien je me suis retrouvé dans une situation extrêmement délicate, difficile, avec une lésion au cerveau, et donc il a fallu apprendre pour me remettre sur pied. Il a fallu que je décortique tout ce fonctionnement cérébral et en particulier ce qui n'allait plus chez moi. Et donc, ça fait 10 ans que ça dure. C'est une passion absolue. C'est 7 jours sur 7. Et j'ai la chance de travailler en coopération avec beaucoup de chercheurs, avec beaucoup de médias, avec beaucoup Mhm. de professionnels de ce secteur. Et c'est un plaisir infini. Ouais, c'est vraiment passionnant. Tu as écrit aussi des livres sur le mode de fonctionnement du cerveau. On y reviendra, 24 heures dans votre cerveau. Alors, il y a un livre qui est plus à destination des adultes et l'autre pour comprendre le mode de fonctionnement du cerveau des enfants, de mémoire, et un autre Oui, sur le pouvoir, c'est ça? Oui, j'en ai écrit en fait plusieurs et pourquoi j'ai écrit des livres, c'est parce que quand je veux apprendre quelque chose, je trouve qu'écrire est un excellent en fait tuteur. C'est-à-dire que quand je me suis plongé dans le cerveau des enfants, bah, pendant un an, j'ai bossé, j'ai potassé, j'ai interviewé différents spécialistes pour construire mon ouvrage, ainsi de suite sur le pouvoir, sur un certain nombre d'autres dimensions liées au cerveau. Et donc, si je peux donner un petit conseil peut-être à ceux qui nous écoutent, quand vous voulez apprendre, eh bien, écrivez. C'est le meilleur exercice, je trouve. C'est ouais, et c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît parce que ça demande d'enfermer sa pensée à un instant T, qui est pas toujours évident pour ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça permet une prise de recul et de hauteur sur notre discipline.
Et ça permet aussi Qu'on de confronter les points de vue, d'interroger, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait croire initialement. Donc c'est là l'intelligence collective. En fait, pour moi, un livre, c'est à la fois un exercice très solitaire, parce que évidemment, on est seul devant son écran ou sa feuille, mais c'est aussi un vrai exercice d'intelligence collective, parce qu'il faut aller chercher l'information, il faut faire un travail de journaliste d'une certaine façon, et puis Mhm. après, il faut la vulgariser. Et c'est très complexe de rendre les choses simples, parce que l'idée n'est jamais de donner un cours de neurosciences et de jouer les sachants. L'idée, elle est d'être utile. Et c'est peut-être le fil rouge de l'ensemble de mes expériences, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis pas là pour faire le petit malin ou démontrer ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Je suis là pour être utile. Et pour être utile, il faut savoir vulgariser pour donner à l'autre ce dont il a besoin et non pas encombrer inutilement son cerveau de 1000 données qui certes en soi peuvent être intéressantes, mais ne vont pas lui apporter grand-chose. Donc faire simple, Je c'est comprends. probablement l'exercice le plus complexe, et en particulier concernant le cerveau. Complètement. Et puis simple n'est pas simpliste. Non, C'est, complètement. oui, C'est ça la culture. c'est tout l'enjeu, c'est tout le défi. Ouais. Tu nous disais que tu étais arrivé sur cette notion de d'appétence, même de passion sur le sujet qui est le cerveau il y a 10 ans. De mémoire, il y a 10 ans, c'était le moment où tu travaillais encore pour la Croix-Rouge, c'est ça? Alors Ou non, c'était j'avais juste déjà après? quitté la Croix-Rouge, mais effectivement, pendant 10 ans, en fait, j'ai travaillé pour le Comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR, qui Mhm. intervient donc dans les pays en guerre. Donc j'étais négociateur sur Ah, le terrain génial. dans un premier temps. Voilà, donc c'est ce qui va nous réunir aujourd'hui. Donc Oui. pendant une première partie de mon parcours au CICR, j'ai servi comme négociateur donc dans différents pays en guerre. Alors ça, j'ai commencé avec l'Afghanistan. Mhm. Et il se trouve, alors ça c'est le hasard des calendriers, mais il se trouve qu'en fait j'ai vécu la première arrivée des talibans en Afghanistan, D'accord. la première arrivée au pouvoir en fait en 1996, 95, j'y étais entre 95 et 96. Et une Génial. de mes premières expériences de négociateur, ça a été avec les talibans, parce que je visitais à Kaboul les prisonniers talibans aux mains de Ahmed Shah Massoud à l'époque. Et donc, quand les talibans ont commencé à prendre certaines parties du territoire afghan, eh bien, j'ai été le premier occidental à être accepté dans leur prison, puisque j'avais visité leurs frères d'armes de l'autre côté. Donc mon expérience de négociateur a commencé dans ce cadre-là, et puis ensuite en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Somalie, etc., etc., dans différents pays et contextes de guerre à travers le monde. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Ouais, et puis différents pays, différents profils, j'imagine, de culture, mais aussi d'intervenants, parce que tu as négocié donc là avec des chefs de guerre, tu as négocié avec des politiques, forcément, j'imagine, tu as dû négocier avec des associations, tu me disais avec des mafieux ou des mafias en même temps. Euh, Oui. la, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y avait des similarités sur ces négociations malgré la culture, malgré le profil des gens, malgré les enjeux? Est-ce que tu as pu, dans ta façon peut-être à ce moment-là encore intuitif de ce que je comprends de ton Mhm. parcours, pu capitaliser sur des choses qu'il fallait faire ou des choses qu'il ne fallait absolument pas faire dans ces cultures-là. Sachant que tu avais pas, je pense, l'avantage d'avoir une connaissance très précise de la culture de l'autre.
Tu devais te Alors, reposer sûrement sur des traducteurs ou sur des gens qui pouvaient t'aider. Alors, c'est un excellent point, c'est le plus important. J'avais effectivement, dans la plupart de mes missions, des interprètes. Et un interprète, pour moi, c'était la personne la plus importante de l'équipe, et de très loin, parce que c'est elle qui va, si l'interprète est bon, évidemment, c'est elle qui va non seulement traduire les mots, M-O-T-S, mais qui va resituer tout l'ensemble du contexte interculturel, social, religieux, etc. Donc, c'est un interprète, c'est pas un traducteur. Un interprète, c'est une porte d'entrée vers l'autre. Et en particulier quand j'étais dans des contextes très lointains, avec des cultures, des religions, etc., très éloignées de la mienne. Alors, pour répondre à ta question, oui, il y avait quand même un certain nombre de fondamentaux. La première des règles, c'est que le rapport de force n'était pas en ma faveur. C'est-à-dire que si j'arrivais avec mes conventions de Genève et mon badge Croix-Rouge et je commençais à faire la morale à tout le monde en disant c'est pas bien de torturer, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de ne pas respecter le droit international humanitaire, je peux te dire que au bout de 10 secondes, j'avais plus de légitimité, et au bout de 20 secondes, soit je prenais la porte, soit de toute façon c'était fini. Et d'une certaine façon, ils avaient bien raison, parce que je comprends tout à fait que les Afghans qui avaient connu des années et des années de guerre, voire des décennies de guerre, voire un petit expatrié occidental qui débarque et qui va leur faire la morale, je suis pas sûr que c'était très pertinent. Donc, au lieu d'arriver comme ça en sachant fort de mon droit international humanitaire, j'arrivais dans une posture à la fois basse et à la fois de refus du rapport de force. Ils avaient les Kalash et moi j'avais mes conventions de Genève. Donc il valait mieux faire profil bas et aller vers la compréhension et le non-jugement immédiatement. Par exemple, quand j'avais des entretiens avec des tortionnaires, parce que je visitais énormément de prisons, je leur disais assez rapidement, je leur disais, vous savez, moi, dans un contexte déterminé, j'aurais pu être le pire des tortionnaires. Et si moi on torture mes enfants devant moi pendant 3 nuits, je suis pas certain d'avoir la hauteur d'âme après pour respecter le droit international humanitaire. Et donc, je leur expliquais ça pourquoi? Je leur expliquais ça pour leur dire que je n'irai jamais sur le registre de la morale, parce que c'était inutile et presque un petit peu, comment dire, pas tout à fait approprié. Ça peut avoir un côté condescendant. Oui, condescendant et puis déplacé. Donc on mettait la morale de côté. Et ensuite, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que si je comprends ce que tu dis, tu viens expliquer à ton partenaire, interlocuteur de négociation, que tu vas vraiment faire preuve d'empathie dans cette capacité de compréhension intellectuelle de ses émotions, de son registre, mais qu'à aucun moment tu vas te permettre d'émettre un jugement de valeur, parce que tu peux pas comprendre la situation de vie dans laquelle il est, puisque tu n'as pas connu tout son passif ou tout ce qui s'est passé derrière. Donc c'est vraiment c'est comme si tu visitais son cerveau, mais sans jamais émettre un jugement de valeur. Ce que je dis généralement, c'est je prends un objet dans un magasin et je le repose à sa place, mais je viens pas connoter la conversation à travers mes prises, ma perception de cette notion judéo-chrétienne de c'est bien ou c'est pas bien. Oui, et ça permettait de limiter les asymétries, c'est-à-dire les postures ou les positionnements asymétriques. Donc, je ne jouais pas à l'Afghan quand j'étais en Afghanistan, mais par contre, j'essayais de comprendre le plus rapidement possible alors d'abord les codes sociaux, d'où l'intérêt des interprètes, c'est-à-dire que quand j'arrivais, en général, je restais 1 an à 2 ans sur chaque mission, et donc les 15 premiers jours, les 3 premières semaines, il faut comprendre le minimum vital pour ne pas faire les erreurs majeures, à la fois sur la posture, à la fois sur le verbal, les signaux non verbaux, etc. Il faut éviter les fautes techniques, si tu veux. Donc à chaque fois je rentrais dans un pays différent, vraiment les premières semaines,
j'essayais de piger l'essentiel, en tout cas le non éliminatoire, si tu veux. Donc deuxième règle, effectivement, l'absence de jugement et cette posture basse. Troisième règle, trouver l'intérêt commun. Trouver le point de rencontre entre eux, leur intérêt, et moi, mon intérêt. Et ça pouvait aller très loin parce que, comme tu l'as dit, j'avais, dans un pays en guerre, et en particulier quand on est négociateur humanitaire, on a des interlocuteurs qui sont quand même hauts en couleur. Négocier avec les mafias, ça a été ma vie pendant des années. Quand vous négociez avec une mafia, eh bien, il faut trouver un terrain. Ça peut paraître surprenant et peut-être ça va choquer nos internautes, mais il faut trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que moi, quand je négociais avec les mafias, mon premier objectif, c'était que nos équipes, que les équipes Croix-Rouge ne soient pas visées. J'avais aucune envie de ramener un équipier entre quatre planches à sa famille. Donc, il fallait négocier notre sécurité. Et pour cela, eh bien, effectivement, il faut y aller. Il faut aller discuter avec les mafias concernées. Et parfois, c'est assez compliqué puisqu'il y a des mafias sur un seul terrain de guerre. Mais c'est obligatoire. Donc, essayer de trouver un terrain d'entente. Je vais donner un exemple. Par exemple, à une époque de ma vie, j'étais à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo. Et c'était pendant la guerre des Balkans. Et c'était vraiment extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Il y avait des attaques matin, midi et soir qui venaient de partout, des mafias, des services secrets, des forces, des milices, etc., etc. Et quand on est la Croix-Rouge, quand on est le CICR, évidemment, quand on arrive dans un pays, on représente quand même symboliquement, on représente quelque chose d'important. Et les premiers rendez-vous que j'avais eus avec les mafias à l'époque, j'aurais dit, écoutez, la question va être assez simple finalement. Soit on arrive à s'entendre, et arriver à s'entendre, c'est pas dealer avec eux, hein, mais c'est simplement essayer de préserver la sécurité des équipes et de faire notre métier du mieux possible. Donc moi, je leur avais expliqué, soit on arrivait à trouver un terrain d'entente et à s'entendre, soit on partait. Mais si on partait, l'ensemble des autres organisations partaient dans la foulée. Et c'était ni l'intérêt du pays, ni l'intérêt de la situation, et ni même leur propre intérêt. Donc, au nom de cela, on trouvait un terrain d'entente. Alors, mais évidemment, j'ai encore en mémoire des scènes surréalistes avec des interlocuteurs me braquant, rigolant, me pointant en rigolant, des scènes surréalistes. Et pour tout te dire, à ce moment-là, ma crainte numéro 1, c'était pas forcément l'assassinat téléguidé et prémédité, c'était plutôt le coup qui part un petit peu par hasard. C'est-à-dire que dans un terrain de guerre et avec des mafias, c'est assez rock'n'roll et il se passe beaucoup d'événements de sécurité, parfois dus à une certaine forme d'inattention. Donc il fallait toujours rester assez concentré. Et ça, c'est pas tant la menace. C'était pas tant la menace qui te faisait peur, c'était plus le passage à l'acte de la menace par incompétence ou par un malentendu que cette volonté. Oui, on l'a. Par exemple, je l'ai connu très distinctement en Afghanistan. L'Afghanistan est un pays merveilleux, avec vraiment des gens qui forcent le respect au niveau du courage, etc. Mais c'est aussi un pays où on voit de tout. Je vais dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails. J'avais souvent des interlocuteurs d'abord très jeunes, très joueurs, maniant leurs armes parfois de façon un petit peu inappropriée, on va dire ça comme ça. Et donc j'avais effectivement à l'époque plus peur Ouais, je faire pense un peu par hasard que vraiment oui. Et sans parler aussi du fait que dans tous ces pays, très souvent, mes interlocuteurs étaient sous substance. Donc c'était aussi un critère à prendre en compte.
je n'allais pas négocier dans n'importe quelle condition, et surtout pas quand mes interlocuteurs avaient 3 grammes ou étaient visiblement sous effet de stupéfiants. Donc c'était une problématique supplémentaire. Vraiment intéressant. Il y a plusieurs choses que tu as dit qui ont relevé particulièrement mon intérêt. Le premier, c'était cette posture basse, mais ce refus de rapport de force. C'est-à-dire, si j'entends ce que tu dis, c'est que eux étaient armés dans une volonté d'établir un rapport de force et de pouvoir très visible, parce que le pouvoir est subjectif, donc il ne s'exerce d'une certaine manière que lorsqu'il est perçu. Donc ils voulaient te le montrer, mais tu souhaitais pas toi rentrer dans cette escalade conflictuelle. Donc tu devais trouver un rapport de force qui était différent, et ton rapport de force se trouvait dans ta capacité à répondre à leurs intérêts ou à trouver cet intérêt commun, c'est ça? Oui, et à les respecter. C'est-à-dire que si je rentrais dans le rapport de force, j'avais perdu de toute façon. C'était pas une option, puisqu'ils l'avaient pour eux. Et mes interlocuteurs étaient très habitués à jouer de ce rapport de force, et en particulier, inutile de dire, entre deux mâles dominants ou deux mâles alpha. C'est-à-dire que c'était très souvent, c'était leur façon de communiquer, etc. Donc, refusant ce jeu du rapport de force, je rentrais par une autre porte. Et l'autre porte, c'était souvent justement la compréhension interculturelle. Je vais te donner un exemple précis. Par exemple, en Afghanistan, ils ont une notion du temps qui n'est pas du tout la nôtre. C'est-à-dire que quand on fait un entretien, on la fait pas à l'occidental. C'est-à-dire qu'on débarque pas dans le bureau et au bout de 5 minutes, on parle des problèmes. Ça ne se fait pas comme ça. Les Afghans ont une temporalité différente. Il faut prendre le temps de faire connaissance, de parler, etc. Et j'avais pigé ça assez vite grâce à un interprète qui était remarquable. Et donc, quand j'arrivais avec des autorités carcérales, des tortionnaires ou des autorités politiques, je passais un temps très important à parler de leur pays, de mon pays, de la culture, de la famille, de la religion, d'un certain nombre de choses. Mais je n'abordais pas le sujet chaud du moment parce que je savais que ce serait vu comme un manque d'éducation et un manque de politesse et un manque de respect à leur endroit. Et combien de fois, au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures parfois d'entretien sur tout sauf sur le sujet, combien de fois j'avais mes interlocuteurs qui me disaient « On va bien s'entendre parce que vous avez déjà compris l'essentiel de notre pays. C'est-à-dire que vous êtes bien élevés et vous nous respectez, mais vous ne jouez pas à l'afghan. » Parce que j'avais parfois certains, par exemple, collègues ou d'autres organisations internationales qui, au bout de 15 jours, commençaient à s'habiller comme des Afghans, à commencer à jouer aux Afghans, ce qui était une marque d'irrespect pour nos interlocuteurs. C'est-à-dire que les Afghans aimaient beaucoup les interlocuteurs qui avaient leur propre culture, leur propre religion, etc., et qui l'assumaient parfaitement, mais qui allaient vers la compréhension de l'autre. Donc le respect des coutumes, de la façon d'aborder un entretien, c'était extrêmement important. Et puis après, je jouais sur des effets de surprise, de saillance en permanence. Je décentrais les entretiens. Par exemple, quand je savais que telle autorité avait eu beaucoup de problèmes avec mes prédécesseurs et que les entretiens se faisaient toujours au même endroit, entre 4 murs, et donc le lieu était très connoté, très lourd de symboles, eh bien, je faisais tout l'inverse. C'est-à-dire que je les emmenais. Par exemple, je faisais quelque chose en Afghanistan de très souvent, c'est que j'emmenais souvent mes interlocuteurs déjeuner. Alors à l'époque, j'aime autant dire qu'il n'y avait pas beaucoup de restaurants, il n'y avait pas beaucoup de déjeuners, il n'y avait pas beaucoup. C'était très difficile de trouver de la viande et de trouver des choses de cet ordre-là. Donc ils étaient contents. Ils étaient contents de pouvoir avoir un moment de déjeuner où on pouvait manger, avoir quelque chose de plus appréciable que leur quotidien. Et donc, je les amenais, je les décentrais en fait, je les sortais de leur prison. Donc, tu sortais d'un lieu de pouvoir. Voilà, je sortais d'un lieu de pouvoir, d'un lieu très connoté.
d'un lieu de rapport de force. Et donc, on se retrouvait à échanger, bon an, mal an, et à parler de la famille, à parler de plein de choses. J'allais souvent sur le registre de la famille parce que c'était aussi pour moi une façon de récupérer de l'information importante, utile pour comprendre la dimension neuropsychologique de mon interlocuteur. Je vais te donner un exemple. En Afghanistan, le patron des interrogatoires était un ancien professeur des écoles. Ça, c'était une information essentielle à avoir. Parce que quand tu es professeur des écoles pendant 20 ans et que tu deviens, par la force des choses et par évidemment les événements politico guerrier, tu deviens chef des interrogatoires, évidemment que le passage d'un métier à un autre ne se fait pas sans état d'âme, ne se fait pas sans réflexion, ne se fait pas sans énormément de... Donc là, j'essayais d'entrer vraiment, alors on pourrait dire dans le cerveau de mes interlocuteurs, mais je le vois pas comme ça. J'essayais vraiment de créer une relation de confiance. Donc c'était pas de la manipulation. C'était créer une relation de confiance pour arriver à un résultat le plus positif possible pour les deux parties. Et ça, c'est un point qui est très important dans la négociation, que je voudrais vraiment insister auprès de vous aujourd'hui, c'est que souvent, les négociateurs, les mauvais négociateurs considèrent que gagner, c'est imposer leur point de vue. Et donc, ils vont beaucoup parler. Ils vont faire usage soit de la parole, de la force, de petites astuces, etc. C'est pas ça la négociation. La négociation, c'est de trouver le meilleur compromis, le meilleur accord qui va satisfaire les deux parties pour que l'accord soit durable. C'était ça mon métier. C'est vraiment passionnant parce que effectivement, il y a pas de volonté de convaincre, parce que convaincre, c'est vaincre, et con, c'est ce préfixe intensif où t'expliques à l'autre qu'il a tort et que toi t'as raison. Il n'y a pas de logique d'argumentation. Je trouve que c'est vraiment passionnant parce que tu vois, quand nous dans notre travail, on dit qu'il y a 4 dimensions qu'on va retrouver dans toutes les négos. Il y a la dimension du mindset, donc de la pensée, qui est l'état d'esprit, penser. On a le processus, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord. On a la dimension des personnes, qui prend part dans l'équation de la décision, et du problème. Et de ce que j'entends, c'est que toi, tu passais énormément de temps en amont de ta négociation sur toute la partie processus culturel pour savoir comment est-ce que tu pouvais créer les conditions les plus favorables pour ta communication, pour bien comprendre le sujet, peut-être pour les décentrer, pour les amener sur d'autres lieux. Et le déjeuner, c'est génial. Il y a des études passionnantes qui montrent, enfin, c'est un des besoins physiologiques, mais que les négociations qui ont lieu sur des déjeuners à table favorisent les dynamiques de coopération et que les cultures où tu as des plats qui se partagent. Je pense, comme c'est sûrement le cas en Afghanistan, tu as un plat central et tout le monde peut manger dans ce plat central, favorise encore plus les dynamiques de coopération. Donc c'est vraiment passionnant. Tu commençais sur une dynamique forte des processus. Après, toute ta première partie, tu l'as passée sur la dimension des personnes, sans jamais aborder le problème. Et in fine, t'arrivais sur le problème par la force des choses, mais je pense que c'était peut-être même pas ton objectif de ce premier rendez-vous à la limite. Tu pouvais faire des rendez-vous complets sur la dimension des personnes. Oui, absolument. Ça m'est arrivé d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a eu des scènes très drôles. Je me souviens d'un entretien que j'avais mené avec quelqu'un de très important à Kaboul, et on commence l'entretien et je commence à lui poser 1000 questions sur plein de choses. Et il était assez étonné et vraiment on sympathise, on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures de préalable, si tu veux. Et au bout de 3 heures, mon interlocuteur me regarde en souriant et en rigolant et me dit mais est-ce que vous voulez aborder les sujets du jour ou pas? Et je le regarde, je lui dis écoutez, comme vous voulez. On pourra faire ça lors d'un second entretien et je serais ravi si vous avez un petit moment pour déjeuner, je serais ravi de le faire autour de la table. Et là, il était tout à fait étonné, tout à fait surpris parce que c'était pas non plus la norme. Hein. J'étais un petit peu atypique dans ma façon de négocier. Et du coup, on s'était quitté sans avoir évoqué une seule seconde les problématiques que nous devions évoquer, mais évidemment, j'avais préparé le terrain et on a été après, dans les entretiens qu'on a eu après pendant 6 à 8 mois, on a été très vite et on a beaucoup travaillé et on a énormément avancé.
Donc ça, c'était Oui, une façon de travailler qui était très préparée, très stratégique. Je faisais attention à énormément de choses. Je faisais extrêmement attention à la mise en scène, à l'accueil, aux premières minutes, etc. Mais malgré tout, en ayant extrêmement préparé mes entretiens, je pouvais adapter et changer du tout au tout en un quart de seconde, parce que parfois, je me souviens d'un entretien, par exemple, qui devait être très important, et au bout de 5 minutes, les bombes commençaient à tomber sur la ville et les roquettes sifflaient de partout. Bien là, on avait évidemment en temps réel, je transforme l'entretien pour l'adapter aux circonstances du moment. C'est aussi un point qui me semble très important dans la négociation, c'est que il faut préparer, il faut être extrêmement préparé, mais il ne faut pas être prisonnier de sa préparation, c'est-à-dire qu'il faut être capable à un moment donné de tout changer parce que le contexte ne se prête plus à la stratégie telle qu'elle avait été préparée initialement. Donc il faut à la fois de travailler énormément en amont et être extrêmement agile en aval et adaptable pour être capable en un quart de seconde de transformer sa stratégie de négo. Un autre plus point tu vas te préparer en amont, plus tu vas avoir ce degré de liberté qui te permettra aussi d'avoir un champ des possibles qui est large. Mais ce que j'entends, et moi je trouve ça passionnant, c'est que cet investissement parce que tu es sur des négociations qui sont longues, qui sont complexes, c'est-à-dire avec de l'incertitude qui est constant, et donc cet investissement de temps que tu vas avoir au départ en disant je vais différencier le problème de la personne, je vais déjà m'intéresser à la personne, je vais créer cette dynamique de confiance affective, notamment en trouvant des similarités, de partage de valeurs communes, avec l'exemple tu me disais avec ce chef de l'interrogatoire qui était anciennement maître d'école, et cette confiance, une fois que tu as pu la travailler, cet investissement de temps qu'on pourrait percevoir comme une perte de temps, parce que c'est un rendez-vous qui n'a pas servi à solutionner le problème, bien au contraire, ça va permettre de faire accélérer tout le processus dans une seconde partie, parce que la négociation, c'est purement humain. Et donc, il est rationnel sur ses prises de décision. Exactement. C'était un investissement, ces moments, en apparence, ces moments un petit peu de small talks, comme on dit, de construction de la relation. C'était un investissement extraordinaire. Et je peux te dire qu'après mener ces entretiens, j'avais un niveau de confiance et d'information énorme. C'est-à-dire que en créant des relations comme ça de confiance et encore une fois fondées sur le respect mutuel et non sur le jugement mental, j'avais énormément d'informations. J'avais énormément, par exemple, de directeurs de prison qui me donnaient du off, qui m'expliquaient telle ou telle situation, mais disaient ça tu ne peux pas en parler ou tu ne peux pas agir là-dessus parce que sinon je suis en difficulté. Donc je respectais évidemment tout cela. Donc on avait comme ça des accords tacites en permanence et qui encore une fois tout cela était très pratico-pratique. Un exemple, par exemple. Quand on arrivait dans des prisons, on apportait de l'assistance, on apportait donc des couvertures, de la nourriture, un certain nombre de choses. Et dans une prison, je me souviens, un jour j'étais arrivé et en fait, je m'étais rendu compte que toute l'assistance qu'on donnait aux prisonniers, le lendemain de notre arrivée, il n'y avait plus rien, puisque l'assistance après était allée, s'évanouissait dans la nature. Et au moment de faire l'entretien avec les autorités carcérales, j'avais abordé ce point en leur disant, vous savez, moi, si j'étais à la place de vos gardes, ils gagnent $50 par mois. Donc, ils n'ont pas d'argent pour acheter des couvertures à leurs enfants. Donc, ils reçoivent, comme par magie, des couvertures d'une organisation internationale. Qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment qu'ils vont prendre les couvertures de leurs ennemis pour les amener à leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est un geste de papa, tout simplement. Donc, j'avais dit aux autorités, j'ai dit, écoutez, moi, je vous propose de changer les règles. C'est-à-dire que, au lieu de vous donner de l'assistance et de savoir que le lendemain, il n'y aura plus rien, je vais vous donner 2 fois plus d'assistance, c'est-à-dire pour les prisonniers et pour les familles des gardiens. Et en contrepartie de quoi, on va se mettre d'accord sur le fait que il y aura plus de couverture qui disparaîtra.
Donc, c'est-à-dire que tout ce que je donnerai pour la prison restera dans la prison et tout ce que je donnerai en plus pour votre staff restera pour le staff. Et donc, on va marcher comme ça. Et moi, c'était tout à fait légitime. De toute façon, pour moi, j'avais aucun problème de donner de l'assistance aux familles des gardiens. Au contraire, c'est-à-dire, c'était des enfants, des femmes, de la population civile. Et on a fonctionné comme ça. Et on a totalement fait évoluer cette question de l'assistance. Il y avait beaucoup moins de pertes en ligne, si j'ose dire. Et ça, c'était aussi une façon très pragmatique, il me semble, d'aborder une situation donnée. Encore une fois, en essayant de trouver le meilleur compromis, le meilleur équilibre pour les uns et pour les autres. C'est passionnant. Et dans ce que tu dis, juste, j'aimerais mettre quelques mots pour les gens qui vont nous écouter et qui peuvent entendre certains moments des propos qui peuvent être durs, mais négocier n'a jamais voulu dire que tu étais d'accord avec le comportement de ces gens. C'est juste que tu acceptes qu'ils puissent avoir un comportement qui est différent. Négocier ne veut pas dire céder, et quand des fois on entend des phrases de type on ne négocie pas avec des terroristes, c'est une absurdité. Il y a forcément prise de contact, et si on veut comprendre ou influencer les autres, il faut pouvoir négocier. Après, ça ne veut pas dire être d'accord avec les postulats ou les représentations de l'autre. C'est bien ça, hein. Absolument, et c'est très compliqué. Cette question-là était très compliquée à gérer. J'ai fait beaucoup de nuits d'insomnie à l'époque parce qu'il faut toujours trouver le meilleur équilibre entre ses propres valeurs, ce à quoi on croit dans la vie, et puis son efficacité terrain. Et effectivement, parfois, il y avait des questionnements. Parfois, il y avait quand j'allais en particulier négocier avec des mafias, donc je savais pertinemment quelles étaient les activités. Évidemment que je pouvais parfois me trouver en situation un peu difficile. Mais encore une fois, mes états d'âme n'importaient pas. Ce qui importait, c'était mon efficacité auprès des populations civiles et auprès des populations que j'avais à ma charge. Donc c'était le critère, et c'était toujours un peu sur le fil. Je me souviens par exemple de négociations où vous avez une des erreurs qu'on fait souvent en négociation, c'est que quand on a pris le lead et quand on a la victoire, on a tendance à en faire trop. C'est-à-dire qu'on va pousser son avantage jusqu'au bout. Et ça, c'est une très grave erreur en négociation parce que si vous allez trop loin et si vous prenez le risque de ne pas respecter votre interlocuteur en face, il s'en souviendra toute sa vie. Et il vous le fera payer un jour ou l'autre. Donc, vous pourrez passer en force une fois en fonction des circonstances, mais vous le reprendrez en effet boomerang tôt ou tard. Donc, savoir aussi ne pas utiliser à trop son avantage terrain, ne pas trop l'utiliser, est aussi une forme de sagesse en négociation. Et elle permet de poursuivre sur le même niveau de relation et de continuer à progresser dans le temps et ne pas faire simplement un one-shot en imposant ses vies. C'est passionnant parce que tu vois, il y a un mot moi souvent qui me gêne en négociation. Tu me diras ce que tu en penses. C'est cette notion de gagner. J'ai gagné en négociation, qui pour moi est un non-sens parce que gagner, ça suppose déjà qu'on ait un jeu avec des règles du jeu qui seraient partagées, ce qui n'est pas le cas. Et puis comme dans tous les jeux, quand on gagne, mais c'est qu'il y a une date de début, puis tu as une date de fin où tu vas avoir un gagnant et un perdant. Et moi, j'ai toujours perçu la négociation un peu comme un infinite game. Le but, c'est pas de gagner à un instant T, c'est de jouer le plus longtemps possible, d'une certaine manière. Et donc, ça n'a pas de sens de dire, là, à ce moment-là, je vais t'enfoncer absolument parce que je sais que il y a de grandes chances que je serai amené à te retrouver dans d'autres contextes, et puis la roue tourne. Et donc, il y a cet effet de récence qui fait que d'une certaine manière, il faut que la fin de ta négo elle se passe le mieux possible parce que ça va impacter toutes tes futures négociations. Et donc, c'est dommage de se fermer des portes pour des notions d'ego ou autres parce qu'on a voulu gagner à un instant T. Je pense que le but de la négo, c'est pas de gagner, c'est d'être la meilleure version de soi-même pour obtenir le maximum d'une situation. Ça, c'est vraiment notre perception du sujet. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une notion de progression continue. Et puis effectivement,
en plus, le fait de vouloir gagner à tout prix, bon, c'est très testostéroné comme comportement, c'est très mal alpha, Ouais. et donc il faut pas se mettre sur ce niveau-là parce que de toute façon, on a forcément perdu, on va forcément perdre, surtout dans des contextes de haute intensité comme c'était le cas. Donc effectivement, il faut beaucoup réfléchir. Il faut aussi extrêmement bien gérer les émotions, en particulier les émotions négatives, que peuvent être la colère, la déception, etc. Il faut savoir gérer ça parce qu'en général, bon, dans un contexte de négociation, il y a aussi des émotions positives. On sait que toute négociation est affaire de raison et d'émotion. Donc, de notre Mhm. capacité quand même à savoir gérer les émotions négatives de l'autre et de soi, euh, c'est se traduit quand même le succès ou non de la négociation. C'est souvent là où ça se Ouais. joue. Ne pas perdre son contrôle, rester dans l'empathie, rester dans le respect. Dès que vous sortez des clous et que vous commencez à agresser votre interlocuteur, de toute façon, vous avez perdu parce que d'abord, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous maîtriser et deuxièmement, ça veut dire que vous lui donnez les armes pour vous agresser à son tour. Donc, Bien sûr. dans un Donc contexte de le guerre, si miroir vous allez sur fonctionne. ce terrain-là, vous avez perdu. Donc c'est Complètement. très important le savoir être en mesure de garder voilà son calme Mhm. et son calme et encore une fois le respect de l'interlocuteur quel qu'il soit. Je pense que c'est un point essentiel. Ouais. On reviendra sur cette notion de respect juste après parce que c'est un truc qui m'intéresse énormément. Là, de ce que tu me dis, il y a un point j'aimerais bien avoir ton retour de façon très pragmatique parce que les émotions, d'une certaine manière, on va les subir. C'est quelque chose qui nous arrive par rapport à pas mal de choses de notre passé euh, et qui vont être positives ou négatives. Comment est-ce que toi, tu les gérais ces émotions négatives pour toi, quand il y avait quelque chose qui se passait pas comme tu le souhaitais, pour pas montrer cette frustration, cette colère, pour la montrer peut-être, mais en tout cas pour pas la communiquer et que c'est un impact négatif sur ta négo. Alors c'était pas simple. C'était pas simple parce que parfois il y avait des scènes qui étaient à la limite vraiment de l'acceptable. Je me souviens D'accord. d'une prison où un jour j'avais découvert une prison cachée en fait, où il y avait des femmes et des bébés de 0 à 2 ans. Et Mmh. les bébés n'ayant connu que l'obscurité de la prison, eh bien, avaient développé un certain nombre de maladies, notamment au niveau oculaire. Et donc là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible que la guerre se fasse entre adultes mâles. Bon, ok, mais pourquoi des enfants? Pourquoi des bébés? Pourquoi? Donc il y avait des scènes évidemment qui étaient compliquées. Et donc là, première des choses, c'est qu'il faut essayer de ne pas réagir dans l'instant, de ne pas exploser dans l'instant. Et puis deuxième aussi technique entre guillemets, c'est que quand j'étais vraiment confronté à une situation difficile, je n'attaquais jamais personnellement le responsable, le directeur, etc. Je parlais de la situation. Donc je disais pas vous êtes abominable ou vous êtes absolument Mmh. scandaleux. Je disais cette situation ne va pas, cette situation n'est pas acceptable. Alors on peut dire ouais bon bah c'est juste de la sémantique, mais non non Non, non. non, c'est pas la même C'est-à-dire que chose. c'est au-delà de la sémantique. C'est-à-dire que C'est pas un jugement de j'ai valeur sur la personne. Mmh. exactement, j'étais rivé sur la situation et non pas sur la personne. Donc ça c'était un point qui était Tu aussi fais preuve essentiel. d'assertivité de cette Oui, manière. bien sûr, bien sûr. Et puis j'avais aussi un troisième point, alors qui évidemment était vrai dans les pays où j'avais des interprètes. Quand j'avais des interprètes, j'avais du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où je m'exprimais, le moment où mon interprète traduisait, le moment où mon interlocuteur parlait et le moment où mon interlocuteur me retraduisait ce que mon interlocuteur avait dit, j'avais beaucoup de temps. Et j'utilisais ce temps pour réfléchir, pour analyser, pour faire évoluer ma stratégie et puis pour faire aussi un exercice qu'on appelle en neuropsychologie la calibration. C'est-à-dire que vous allez essayer de repérer tous les signaux verbaux, non verbaux de votre interlocuteur. C'est-à-dire que je les Mmh. scannais de la tête aux pieds en permanence.
Et faire cet exercice, d'abord, m'apportait énormément d'informations utiles sur la posture de mon interlocuteur, son état mental, son état émotionnel, etc. Donc me permettait quand même après d'interagir de façon plus adaptée, peut-être plus fine. Et cet effort de calibration, alors moi je l'ai gardé parce qu'en fait c'est devenu une espèce de formation professionnelle. J'ai fait ça pendant 10 ans, donc maintenant je le fais tout le temps, sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire je suis extrêmement attentif quand je suis en face d'un interlocuteur à tous les signaux, quels qu'ils soient. Et on sait, alors là je reviens sur mon expérience neuro. On sait, tu sais, quand tu es en face de quelqu'un, donc tu as énormément de capteurs inconscients qui sont à l'œuvre, qui vont donc t'envoyer des informations d'une façon ou d'une autre. Typique un entretien de recrutement, par exemple, la personne, le candidat coche toutes les cases, mais à la fin de l'entretien, tu le sens pas. Tu sais pas pourquoi, mais tu le sens pas. Ça, c'est typique d'un certain nombre de capteurs qui se sont allumés au cours de l'entretien, qui peuvent être tout à fait pertinents ou pas d'ailleurs, mais c'est des capteurs tout à fait inconscients et pour finalement se ramener à la conscience, eh bien effectivement ce sera par les émotions. Donc tout d'un coup tu es en train de faire un entretien et puis tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as un sentiment un peu désagréable, une sensation désagréable plus exactement. Ça c'est le langage évidemment des émotions. C'est génial. J'avais aussi d'autres exercices que je pouvais... Dis-moi, excuse-moi. Oui, j'avais aussi d'autres micro-exercices que je faisais en temps réel pour répondre à ta question par rapport à la gestion de mes émotions négatives, des exercices de respiration tout bonnement, qui s'assimilaient à de la cohérence cardiaque par exemple, que je pouvais faire en plein milieu d'entretien sans que l'autre forcément ne le sache d'ailleurs, ce que je fais toujours aujourd'hui. Je fais toujours aujourd'hui quand je suis sur des entretiens un peu pointus. Je peux me mettre en cohérence cardiaque en 2-3 respirations, ce qui m'aide à prendre de la hauteur. Ça c'est génial. C'est ça permet d'apaiser ton rythme cardiaque, un peu d'oxygéner ton cerveau. J'avais un tips qui m'avait été donné par des pilotes de l'Air Force, des pilotes de chasse qui peuvent pas bouger grand chose parce que sinon ça a un impact directement sur la machine. Il me disait que la seule chose qui pouvait bouger en situation de stress, c'était les doigts de pied. Et donc en fait sur ta situation de stress, le fait de bouger tes doigts de pied qui est pas du tout visible te permet un peu de faire sortir ce stress. Je l'ai essayé plusieurs fois et c'est assez, pour moi c'est impactant. Alors ça renvoie à quelque chose de très important, ce sont les rituels. Il faut construire ses propres rituels en période de négociation, c'est-à-dire ce sont des petits gestes qui vont te permettre en fait de te poser. Et en particulier dans les moments difficiles qui vont te permettre un petit peu c'est des petits rituels en fait, des repères si tu veux, qui vont te permettre d'être plus en contrôle. Alors moi j'avais créé mes propres rituels, alors à chacun de créer ses rituels. Par exemple, je posais toujours ma main sur l'autre quand j'étais en entretien difficile. C'est-à-dire que le fait de poser sa main sur l'autre main permettait en fait de m'asseoir, c'est-à-dire que j'étais pas en train de jouer ou d'être nerveux avec un stylo, un calepin, je ne sais quoi. Et donc le message que j'envoyais à mon interlocuteur, c'était un message vraiment de très grande placidité. J'avais mes deux mains posées l'une sur l'autre et de temps en temps, j'ouvrais la première main et je la refermais immédiatement, mais de façon très 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 lente. Et les petits rituels sont très importants. Parce que surtout quand ça va mal, surtout quand on est déstabilisé, les petits rituels permettent en fait de revenir dans la négo. C'est ce qu'on va appeler en hypnose ou en programmation neurolinguistique des ancrages. Et ces ancrages, c'est bien de les travailler quand tout va bien pour pouvoir les ressortir et retrouver cet état modifié de conscience très léger, mais qui nous permet d'apprendre la situation. C'est passionnant. J'aimerais revenir sur cette notion de respect, Erwan, si tu veux bien, parce que de ce que j'entends,
c'est que quelle que soit la culture, les organisations que tu aies pu rencontrer, d'une certaine manière, ce qui était primordial, et ce que tout le monde souhaite, et c'est peut-être ce petit dénominateur commun qu'on va chercher dans la négo, c'est le respect, qui apporte, à toi de me le dire, tu le diras beaucoup mieux que moi, mais est-ce que ça va permettre cette création de l'ocytocine qui est de la confiance? Est-ce que c'est de la sérotonine qui va être sur du positionnement social? Ça fait écho à quoi, cette notion de respect qu'on va donner à l'autre, qui est forcément dans un rapport de force qui lui est favorable, mais qui n'est pas toujours respecté, qui est reconnu pour ce qu'il est, mais qui n'est pas toujours considéré. Oui, oui, absolument. C'est pour moi, c'est la pierre angulaire de tout le reste. C'est-à-dire que quand la personne en face de vous sent que vous n'allez pas la juger, c'est toujours ça derrière, hein, c'est le regard social, c'est le jugement, etc. Et surtout, quand encore une fois, vraiment ce serait déplacé de juger la personne eu égard aux circonstances, eh bien là, effectivement, dans le cerveau de l'un et de l'autre, alors il y a de la neurobiologie, effectivement, comme tu le dis, il y aura des projections plus importantes d'ocytocine, de sérotonine, il y aura un petit peu moins de cortisol, donc d'hormones du stress, et puis il y aura aussi ce qui est tout à fait fascinant, des phénomènes de synchronisation neuronale. C'est-à-dire que les cerveaux vont fonctionner un peu en Wi-Fi et vont se synchroniser avec des activations cérébrales qui seront assez similaires. Mais pour cela, eh bien, il faut effectivement un minimum de connivence, un minimum de complicité. Et la complicité, la connivence, eh bien, elle se crée, encore une fois, un, par le respect, et deux, par l'intérêt réel et sincère qu'on va porter à l'autre. D'où moi le fait que j'allais souvent sur le registre personnel, j'allais souvent sur le registre des enfants, souvent sur ces questions-là, mais je le faisais pas de façon parfois je vois des négociateurs, ils ont fourgué ça en 30 secondes, alors comment va les enfants, mais ils écoutent même pas la réponse, et ça c'est catastrophique, il vaut mieux ne pas poser la question. Moi je pouvais rester parfois avec certains interlocuteurs 20 minutes à parler de leurs enfants. Je pouvais aussi, quand un de mes interlocuteurs me disait moi je suis inquiet parce que mon petit là il est malade, il a quoi que ce soit, j'allais chercher le médecin de la Croix-Rouge pour intervenir auprès de l'enfant en question. Tu imagines bien que dans ce cas-là, si on faisait cette opération qui était encore une fois tout à fait légitime, parce qu'on était là pour ça, de toute façon, mais évidemment que si on arrivait à aider l'enfant du directeur de la prison ou etc. et avoir une aide décisive, tu imagines bien que la nature des relations était totalement après différente sur l'année qui allait suivre. Donc c'était d'une donnant-donnant, mais encore une fois, non pas à des fins manipulatoires grossières, mais sur un travail de fond, encore une fois presque affectif, en tout cas un travail sur l'intérêt commun. Finalement, on se retrouvait sur une scène de guerre, il y avait deux personnes l'une en face de l'autre, avec une histoire totalement différente, une culture totalement différente, une religion totalement différente. Et finalement, la question c'était qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble le temps qu'on sera là ensemble? Il est inutile de dire que dans un pays en guerre ouverte, on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait. La temporalité n'est pas la même. Non, et puis la notion de risque n'est pas du tout la même. Donc moi j'avais toujours ça en tête, surtout le risque de mes équipes, le risque que je pouvais faire vivre à mes équipes. Donc c'est toujours une affaire de compromis, encore une fois, à trouver. Et puis au bout d'un moment, on décide, on prend la décision, mais parfois on prend de mauvaises décisions. Mais on fait de son mieux. C'est passionnant. Et cette notion de compromis, ce n'est pas se compromettre. Si on doit regarder quelque chose, ne pas dire être accepter, mais ne pas être d'accord avec l'autre. Écoute, c'est passionnant. Le temps file, Erwan. J'ai l'habitude de poser une dernière question à mes invités, mais juste avant de poser cette question, moi, vraiment ce que je retiens,
de ce que tu nous as dit, et quels sont les parallèles qu'on peut faire aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ou sur des négos qui sont avec des enjeux un peu différents, c'est déjà cette notion de bien se préparer en amont, de garder cette posture basse et ce refus de rapport de force en cherchant absolument à comprendre son interlocuteur sans jugement de valeur. Et à partir de là, ça va permettre de créer les conditions les plus favorables à la confiance, puis à la négo. Oui, en enrichissant sa palette, c'est-à-dire qu'un entretien ou une négo, c'est pas seulement entre quatre murs dans le bureau du directeur. Ça peut être en marchant au bord du lac, ça peut être en allant déjeuner, ça peut être parce qu'on sait très bien que dans ces moments-là, en fait, les registres mentaux vont évoluer. On sait très bien, par exemple, que si tu vas marcher au bord de la nature avec ton supérieur hiérarchique, eh bien, il va avoir un effet d'aplatissement des niveaux hiérarchiques et il va donc avoir une libération de la parole. C'est-à-dire que la personne qui est en infériorité au niveau hiérarchique va s'exprimer de façon plus sincère et plus complète. Donc, en fonction de la typologie de ton entretien, il faut construire la mise en scène. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire, bon, tiens, j'ai un entretien, et puis caler l'entretien entre deux rendez-vous à 15h30, à 15h45, avec une chance sur deux que le rendez-vous saute parce qu'on a mal timé le truc, ou alors qu'il soit reporté d'une heure, ce qui est encore une fois une marque d'irrespect vis-à-vis de son interlocuteur. Donc, il faut réfléchir à tout ça en amont. Moi, je disais toujours aux troupes que je formais, un bon entretien de négociation, c'est 80% de préparation et de réflexion sur quand, comment, où, tous ces éléments fondamentaux que souvent on sous-estime totalement. Totalement d'accord. Et c'est je sais plus avec qui on l'a abordé dans un des podcasts. Effectivement, marcher côte à côte. Moi, ça m'est arrivé de faire des négos qui étaient dans des impasses et faire des tours de quartier en sortant de ce lieu de pouvoir qui était le bureau chez l'un ou chez l'autre, hein, se retrouver côte à côte. Et en fait, il se passe un truc, c'est que généralement, t'es côte à côte en marchant qu'avec tes amis et tes proches. Et ça change ton rapport à l'autre. T'es plus dans une dualité d'affrontement face à face dans un environnement qui est clos. T'es en extérieur et vraiment, ça nous a permis d'accélérer le process de négo et c'était apaisant. Et sans compter qu'en marchant calmement, en étant donc debout, en marchant calmement, tu vas avoir un apport supplémentaire de glucose en fait dans le cerveau, donc ton cerveau va mieux fonctionner. Donc tout cela, ce sont des petits détails, mais qui, associés les uns aux autres, vont totalement modifier la teneur et l'efficacité de l'entretien. Donc c'est là où on doit être beaucoup plus professionnel en fait, d'une certaine façon. Moi j'ai fait 10 ans d'intuitif et 10 ans de théorie, si tu veux. 10 ans d'intuitif sur le terrain en négociant avec mes chefs de guerre et 10 ans de théorie en travaillant sur le cerveau. Et la conclusion que je tire de ces 20 années, c'est que en fait, il faut se professionnaliser sur les dimensions neuropsychologiques afférentes aux entretiens de motivation. C'est passionnant. Bah écoute, si tu le veux bien, il faudra qu'on fasse un autre podcast sur les 10 années. On a tellement peu parlé du cerveau là que c'en est presque frustrant, mais c'était passionnant. C'est rare d'avoir une richesse de négociation et un parcours aussi riche. Vraiment un grand merci à toi, Erwan. Dernière question. Si le Erwan d'aujourd'hui devait rencontrer le Erwan il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Erwan il y a 20 ans? Alors, le premier conseil évident, c'est que je lui dirais de faire des neurosciences dès le plus rapidement possible, parce que moi, je peux te dire que les 10 dernières années de neurosciences que j'ai réalisées, combien de fois, quasiment tous les jours, je vais te dire, je me dis, si j'avais su ça plus tôt. Si j'avais su ça quand j'étais avec les talibans, si j'avais su ça quand j'étais en ex-Yugo ou avec mes Somaliens, j'aurais mieux bossé. Donc ça, c'est vraiment le conseil et que je peux donner à tout le monde aujourd'hui, c'est aller chercher, aller trifouiller, aller apprendre, comprendre comment fonctionne votre cerveau et le cerveau de vos équipiers, parce que d'abord, c'est fascinant, c'est passionnant, on a une chance extraordinaire d'être à ce moment-là, de vivre ce moment de la recherche en neurosciences qui vit son âge d'or. Et puis c'est très drôle aussi,
Parce que souvent, quand on parle des neurosciences, on dit « Oh ouais, mais ça, c'est pour les bac plus 38 à la Pitié-Salpêtrière ». Non, les neurosciences, c'est notre vie. C'est notre vie de tous les jours. Ça a un impact direct sur notre vie de tous les jours. Et donc, il faut arrêter de voir ça comme quelque chose qui nous regarde pas. Ça nous regarde. Notre cerveau, on est directement concerné par son fonctionnement et malheureusement parfois par ses altérations. Donc, plongez-vous dans la compréhension de votre cerveau. C'est formidable, c'est enthousiasmant et c'est éminemment très utile. Donc tu leur aurais donné ce conseil d'investir sur lui-même, de se former, de mieux comprendre le mode de fonctionnement du cerveau, le sien, les autres, pour s'ouvrir une nouvelle palette, un nouveau champ des possibles, c'est ça? Exactement, pour être plus efficace, pour être plus utile. Voilà, plus efficace et plus utile. Être fort pour être utile. Erwan, un très 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 grand merci pour ces retours aussi riches. C'était vraiment passionnant. Je mettrai les liens dans le podcast sur tes ouvrages ou sur ton site pour les gens qui veulent te contacter. Encore un grand merci, Erwan. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous et je vous dis maintenant à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour parler, le podcast de la négociation. Merci.